Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Léa Ndiaye, bonsoir. Fatima Taba, bonsoir. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. À la une de l'actualité de ce soir, un incendie d'un immeuble fait 8 morts, dont 4 Sénégalais dans le 18e arrondissement de Paris. La piste criminelle est privilégiée. Un suspect a été placé en garde à vue. Affaire Mor Silla, le Sénégalais décédé en Espagne. La police espagnole a arrêté 5 de nos compatriotes qui avaient exprimé leur colère dans la rue suite à la mort du jeune ressortissant sénégalais. Lutte contre le virus Ebola, le Sénégal sur le pied de guerre. L'expérimentation d'un vaccin GSK se déroule actuellement au niveau du service des maladies infectieuses à l'hôpital Fann. Les résultats obtenus pour le moment se révèlent satisfaisants. Encore des remous à Transrail. Le syndicat unique des travailleurs de la boîte exige le départ de Abbas Jaber et la mise en œuvre d'un schéma institutionnel pour l'entreprise. Cannes 2017, le Sénégal, la Namibie reçoit le Sénégal ce samedi. Un match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Cannes 2017 prévu au Gabon. Et puis en fin d'édition, le dossier politique du jour. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Incendie meurtrier au 18e arrondissement de Paris. 8 personnes tuées, dont 4 Sénégalais issus d'une même famille. Présent sur les lieux, un homme de 36 ans est actuellement en garde à vue. Retour sur ce terrible drame avec Codé Ndiaye. 8 personnes, dont 4 Sénégalais, ont trouvé la mort dans cet incendie d'un immeuble de la rue Mira, dans le 18e arrondissement de Paris, dans la matinée de ce mercredi. 2 des 4 Sénégalais sont morts calcinés et les 2 autres se sont défenestrés pour échapper aux flammes. Dès l'annonce de ce drame, dans la matinée, le ministre de l'Intérieur français, Bernard Cazeneuve, s'est rendu sur les lieux. L'auteur présumé de cet incendie est placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête selon une source policière. Le propriétaire de l'immeuble est actuellement en vacances au Sénégal. Rebondissement dans l'affaire Mor Silla, ce Sénégalais décédé à Salaou en Espagne il y a un peu moins d'un mois. Ce mercredi, 5 de nos compatriotes ont été appréhendés par la police espagnole. Et oui, Léa, le motif évoqué, leur participation à une manifestation suite à la mort de Mor Silla, tombé du 4e étage d'un immeuble. Écoutons à ce propos Mandione Dia, un ressortissant sénégalais vivant en Espagne. Il est au micro de Cheikh Tidiane Thion. Ce matin, tous les ressortissants dans la ville de Saou ont reçu la visite de la police qui cherchait à identifier des Sénégalais qui avaient participé à la manifestation qui a donné suite à la mort de notre compatriote de Mor Silla. Ils nous ont présenté des photos nous demandant si on connaissait les personnes identifiées. Nous avons répondu que oui, nous nous sommes connus à travers nos activités. Ils ont été cueillis par la police, au total 5 personnes. La dernière a été appréhendée en début d'après-midi. Depuis ce matin, on appelle le consul sans succès. Son téléphone sonne dans le vide. Il n'est au courant de rien. Il est injoignable. Nos compatriotes sont arrêtés suite à la mort de Mor Silla. Tous ces Sénégalais étaient dans la rue pour manifester. Tous ces Sénégalais sont en situation régulière. Et le consul du Sénégal en Espagne que nous avons joint au téléphone n'a pas souhaité se prononcer sur cette affaire. Mouktar Balelba dit vouloir d'abord saisir sa hiérarchie dans les prochaines heures. Et puis, lutte contre le virus Ebola, Fatima, l'expérimentation d'un vaccin GSK se déroule au niveau du service des maladies infectieuses de Fann et au service virologie de l'hôpital Le Dantec. Les résultats se révèlent satisfaisants sur plus d'une centaine de personnes. Le Sénégal se distingue une fois de plus dans le cadre de la recherche avec des avancées significatives. Mambiram Diouf. Il faut garder la vigilance et la rigueur en médecine veut que la prévention soit efficace. C'est tout le sens de l'expérimentation en cours à Dakar d'un vaccin contre Ebola. Ça permet aujourd'hui de voir un peu quelle va être la réaction de ces personnes face à ce vaccin. Donc c'est une phase, disons, in vivo qui permet de mieux analyser l'efficacité
du vaccin contre le virus Ebola. Le vaccin testé au Sénégal ne surprend guère, dit Dr Bousso, puisque notre pays, doté de spécialistes chevronnés, a toujours été à l'avant-garde. On a quand même de grands chercheurs. Le site de Dantec est coordonné par le professeur Souleymane Boub, qui est quand même un de nos brillants chercheurs. Le site de FAN a eu à prendre en charge notre cas Ebola, coordonné là-bas par le professeur Seydi et le professeur Ndour. Donc il y a quand même de compétences. Ça se passe très bien parce que normalement, ces personnes devraient recevoir 2 doses à 3 mois d'intervalle. Donc les premières personnes ont été vaccinées déjà et je pense d'ici 3 mois, la deuxième dose, ils vont la recevoir. L'entrée du vaccin dans sa phase 3, c'est-à-dire hors expérimentation, appliquée sur les sujets pour se prémunir contre Ebola, entraînera forcément sa commercialisation, mais dépendra des critères qui seront établis pour s'attendre même à un coût supportable par les populations. La maladie à virus Ebola a suscité beaucoup de débats sur la question et c'est clair que c'est une question qui va être prise en compte parce qu'effectivement cette maladie sévit dans nos pays, donc c'est des pays pauvres. Aujourd'hui, je suis presque sûr que l'ensemble des organisations internationales telles que l'OMS vont quand même s'impliquer pour que ce vaccin soit vraiment accessible à l'ensemble des populations qui sont à risque. Ebola continue d'attirer les attentions. Le vaccin pour se protéger contre la maladie devrait bientôt être reconnu par la communauté scientifique. Le Sénégal fait des pas de géant dans ce sens. Le syndicat unique des travailleurs de Transrail réclame le départ de Abbas Jaber et la mise en œuvre d'un schéma institutionnel pour l'entreprise. Des socialistes qui estiment qu'Abbas Jaber est le principal responsable de la crise que traverse la société. Compte rendu de cette conférence de presse avec Aminata Mbaresso. Transrail sur de mauvais rails, c'est du moins l'avis du syndicat unique des travailleurs de Sutrail. Le secrétaire général Mambay Tunkara et ses camarades égrènent les multiples difficultés de la boîte. Au-delà des 13 machines d'exploitation que nous avons aujourd'hui 5 machines. Du point de vue de l'entretien du matériel, vous savez qu'aujourd'hui on fonctionne en ralentissement. Et ce qui est malheureux, si les États ne font pas vite, l'entreprise va arrêter sous peu. Du point de vue de la gestion des licenciés, il y avait le cas des 271 agents qui devaient être licenciés. Et ils ont repris les 150 et nous avaient promis de reprendre les autres au 1er septembre. Aujourd'hui, on est le 2 septembre. Donc nous interpellons encore une fois les autorités et la direction de Transrail pour la reprise de tous ces travailleurs-là, parce que c'est des travailleurs permanents qui occupent des postes permanents et qui sont importants pour la production. Entre pertes financières, absence d'équipement, Transrail traverse une crise. Le départ d'Abbas Jaber et la reprise de la société, principaux souhaits des syndicats. Au préalable, il fallait d'abord la sortie d'Abbas Jaber. Donc, depuis bientôt 1 an, vous savez les lenteurs apportées sur ce problème, parce qu'Abbas Jaber avait accepté le 6 décembre de sortir à l'amiable. Ce qui est dommage, aujourd'hui, il a créé quand même un lobbying jusqu'à ce que les choses sont tardées à être exécutées. Heureusement, lors de notre rencontre du 26 août avec les ministres de tutelle, ils nous ont signifié que les deux ministères des 2 États se sont réunis en téléconférence le 7 août passé. Et maintenant, ils sont tombés d'accord pour la sortie d'Abbas Jaber définitivement. La création de 2 sociétés de patrimoine, d'une société d'exploitation et d'un organe de régulation, gage d'une stabilité au sein de Transrail. Les syndicalistes annoncent par ailleurs qu'à la date du 7 août 2015, les États maliens et sénégalais se sont accordés pour accélérer la procédure visant à faire quitter Abbas Jaber de la société, une procédure que ces syndicalistes jugent encore lente. Aminata Mbaresso, le secrétaire général de la CNTS-FC, a indiqué que la situation qui sévit à Transrail n'est que le résultat d'une mauvaise politique de privatisation des sociétés nationales. Cheikh Diop met en garde les autorités publiques sur une éventuelle volonté de vouloir fermer la SAR, Société africaine de raffinage. Je vous propose de l'écouter au micro d'Aminata Mbaresso, Mohamed Dia. Aujourd'hui, le constat est patent. Il s'agit de faire partir Jaber, sans quoi aucune relance n'est possible. Pour rappel, il faut dire qu'Abbas Jaber a été l'actionnaire majoritaire depuis 2007. Il règne sans partage. On lui a permis tout, on lui a tout donné. Abbas Jaber, en retour, n'a rien donné à l'État du Sénégal. Les dettes dues aux États du Sénégal et du Mali ne sont pas payées. Aujourd'hui, nous sommes à près de 30 milliards de pertes cumulées,
dont les dettes, mais aussi 16 milliards de fonds propres. Nous pouvons dire effectivement qu'il y a beaucoup de mauvaises privatisations parce qu'il y a aussi la SAR. Une décision a été prise, une décision politique pour le maintien de la SAR. Mais nos craintes sont réelles aujourd'hui parce que dans la dernière livraison de Nouvel Horizon, on nous apprend qu'il y a une mission de la Banque mondiale qui va venir au Sénégal à la fin des vacances gouvernementales. Et cette mission a pour objectif de contraindre l'État à fermer la SAR. Ceci est inacceptable. Colère des habitants de Keur Saïb Ndoye dans le département de Thiès. Ils ont manifesté ce mercredi pour dénoncer le manque d'eau et d'électricité. Une situation difficile qu'ils vivent depuis des années et qui n'est pas sans conséquence car l'insécurité règne en maître dans cette localité. C'est une correspondance signée Cheikh Anta Diop Seylatir. Encore sortis les habitants du quartier Keur Saïb Ndoye pour lancer un cri de détresse. Niché au cœur de la commune de Thiès-Nord, ce quartier ne dispose toujours pas de lampadaires. Il y a un manque criant d'électricité et les populations sont souvent victimes d'agressions et de vols. À Keur Saïb, on ne peut pas dormir à point fermé. À chaque fois qu'on dort, on dit qu'on peut être agressé à tout moment. Nos enfants, parfois, s'ils sortent, ils peuvent être agressés. Donc, on ne peut pas dormir à point fermé. Donc, on peut dire à Keur Saïb, nous vivons à moitié. Mais le quartier est aussi confronté à un problème d'eau. Ce manque d'eau va entraîner ce qu'on appelle l'insalubrité, alors que pourtant l'usine d'épuration d'eau s'implante à Keur Saïb. Alors que nous, population de Keur Saïb, on ne peut pas bénéficier de branchement. Le réseau de cette usine longe le quartier d'est en ouest. À défaut maintenant d'une gratuité de branchement pour les populations de Keur Saïb à ce réseau, normalement, nous méritons une subvention ou bien tout simplement un privilège pour être branchés à ce réseau. Face à cette situation, ces jeunes de Keur Saïb Ndoye promettent de sortir prochainement, quel que soit le prix, pour dérouler un autre plan d'action. Direction marché de Yoff, les commerçants se plaignent de la cherté et de la rareté de certains produits de consommation comme le poisson lait. Le prix des légumes, Fatima, a également augmenté, une situation loin de déplaire aux consommateurs, comme nous l'atteste ce reportage d'Aïssatou Païfal. Des légumes, il y en a certes sur les étals du marché de Yoff. Cependant, les vendeuses grognent, elles peinent à en trouver et les prix sont aussi en hausse. Les clients se plaignent de la cherté des légumes, mais ce n'est point de notre faute. Comme vous le voyez, il n'y a pas de légumes dans tout le marché. On ne peut acheter que ce que nous avons sous les yeux. Les ménagères sont fatiguées, nous aussi. En ce moment, il n'y a que du citron. Idem pour le poisson, rien que des sardines. Le méro se fait rare. Je vous le promets, aucun bon poisson sur le marché. Le prix du poisson a presque doublé. Les hommes ne donnent plus d'argent pour la dépense quotidienne. Les ménagères ne savent plus où donner de la tête. Gros comme petits poissons sont rares. Vous savez, nous ne pouvons faire que cela, vendre du poisson. Mais si nous pouvions même aller laver le linge, nous le ferions. Cette ménagère se voit obligée de se rabattre sur le poisson séché pour faire bouillir la marmite. Rien ne va, il n'y a rien du tout au marché et c'est très cher. Je me suis fatiguée à faire le tour du marché. Je vais acheter du poisson séché, 600 francs les 500 grammes. Vous voyez, les légumes sont également très chers. Tu dépenses entièrement le montant que tu amènes au marché. Je m'avais préparé un bon tchèque ketchup avec des légumes. Je suis allée 2 fois à la mer, je n'ai pu trouver du poisson. Le panier de la ménagère en souffre, des légumes de plus en plus chers. Les produits de consommation flambent au grand désarroi des populations. Pèlerinage au lieu saint de l'islam, le hangar de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, bien approvisionné en matériel destiné aux pèlerins. Sur place, l'heure est au dernier réglage. Les activités des commerçants sont au beau fixe. Restauration, vente de matériel destiné aux pèlerins. Fatidien et Tierno Laurent Mendy se sont rendus au hangar de l'aéroport. Reportage. Adia Khadika nous fait une démonstration sur le port du Harmal.
Cette commerçante est une habituée du hangar de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Nous vendons l'habit du Armal. Nous avons commencé nos activités depuis le début des préparatifs du pèlerinage 2015. En cette période de pèlerinage, les activités vont bon train. Ici, les futurs Adja et Aladji ont tout ce dont ils auront besoin pour faire leur Hajj. Des sacoches, il y en a pour hommes et femmes. Des pagnes pour nos mamans. Les clients commencent à venir petit à petit. L'habit du Armal est beaucoup moins cher à Dakar. Une autre activité, la restauration. Différents mets sont proposés aux clients. Il y a du riz blanc au poisson, du poulet et du soupou kanja. Hier, alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Tout de même, pour cette restauratrice, ce n'est pas encore le grand rush. C'est très dur cette année. Il y a beaucoup de frais et on ne s'en sort pas beaucoup. Et puis, ce sera bientôt la fin du pèlerinage. Pour le moment, ce n'est pas le grand rush. Certains Oudjak n'ont pas encore récupéré leur passeport. On espère que cette situation va changer. Ici, au hangar, tout est fin prêt. Les premiers pèlerins sénégalais ont quitté Dakar hier à 22h50. Cet après-midi également, un autre vol est prévu. L'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture apporte son soutien à l'entrepreneuriat, notamment au niveau des régions. La structure dirigée par Serigne Mboup compte accompagner l'initiative du privé national. L'UNSAS a fait face à la presse ce matin. Compte rendu Kodendiaï, Tierno Laurent Mendy. L'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture au chevet de l'entrepreneuriat, la structure dirigée par Serigne Mboup, compte accompagner les petites et moyennes entreprises, notamment au niveau local. Chaque chambre a présenté les potentialités économiques de sa région. Et ça nous a permis, entre nous, de faire connaître à tout un chacun ce qui se fait, ce qu'il y a, l'existant au niveau des régions. Donc ce qu'on a eu à faire, c'est d'abord faire le diagnostic de ce que nous faisons et décliner ainsi. Au niveau des chambres, les services offerts, c'est d'abord dans un premier temps, identifier les contraintes qui sont liées vraiment au développement des PME. Parce que vous savez, l'une des premières missions qui est dévolue aux chambres de commerce au niveau du Sénégal, c'est de promouvoir l'économie nationale. C'est pourquoi au niveau de chaque région, il y a une chambre consulaire, parce que la promotion nationale passe forcément par la promotion locale au niveau des régions, et la promotion locale passe par la promotion des PME. L'Union ne compte pas limiter ses actions à l'intérieur du pays, elle compte également étaler ses tentacules à l'étranger. Ce qu'il s'agit de faire dans un premier temps, c'est de les identifier. Parce que lorsqu'on se rend à des conférences consulaires au niveau à l'étranger, effectivement des opérateurs économiques sénégalais installés à l'étranger viennent nous voir et viennent nous parler vraiment de leurs problèmes et tout. Mais on en tient compte parfois, mais parfois aussi on n'en tient pas compte. Avec la nouvelle vision du président Serigne Mboup, il nous a incité vraiment induit à prendre en compte maintenant tous les besoins posés, ces problématiques posées par nos Sénégalais de l'extérieur, ressortissants de chaque chambre consulaire régionale. Les jeudis de l'Union, un cadre de concertation et de dialogue. Les jeudis de la Chambre de commerce, c'est ça, un espace de dialogue. Parce que vous savez, pour l'environnement des affaires, pour un environnement des affaires sain, tout le monde sait que le dialogue est la meilleure stratégie. Maintenant, pour ces jeudis de l'entreprise, on a prévu d'en faire un cadre de dialogue avec les services étatiques, avec le secteur privé et les chambres consulaires qui ont un rôle d'interface entre ces services étatiques et le secteur privé. Serigne Mboup et ses camarades comptent jouer un rôle prépondérant pour la promotion d'un secteur privé fort au Sénégal. Et puis le Conseil national du patronat pour le détachement du secteur de l'agriculture de la Chambre de commerce. Le président de l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture n'est lui pas d'accord. Pour Serigne Mboup, les réformes doivent renforcer les chambres et non le contraire. Je vous propose de l'écouter pour plus de précisions. Vous savez que quand on dit qu'on vous réforme pour vous donner plus de prérogatives, plus de pouvoir, plus de considération, on ne peut pas réviser là où il vient. Mais au moment que je vous dis aujourd'hui, les textes de la Chambre de commerce sont très bons, sont très très bons. Le problème, c'est l'application. L'application, une partie c'est nous, les présidents,
qu'on a des prérogatives définies par la loi. Mais nous, Chambre, on pense qu'on doit concentrer, comme ce qu'on est en train de faire ce qui est dans nos prérogatives, au lieu de penser encore à des réformes. Les réformes peuvent prendre le temps nécessaire, parce qu'en réalité, ils ont occupé toujours le terrain. Et ils ont pris nos prérogatives, ils nous voient bouger. Moi, je pense que je m'excuse, hein, c'est du théâtre. C'est du théâtre, je vous le dis carrément pour qu'il soit clair. Parce qu'à l'intérieur de la Chambre de commerce, il y a des responsables, des représentants de CNP. Nous reparlons des dégâts causés par l'avancée de la mer. Les victimes interpellent les autorités. Elles demandent des solutions définitives. Ces victimes se sont regroupées au sein d'un collectif pour mener à bien leur combat. Un collectif qui a fait face à la presse cet après-midi en présence de nos reporters Ibrahim Akan et Mardien. Après la catastrophe subie au niveau de leurs localités respectives, les victimes de l'avancée de la mer sur le littoral dakarois se disent toujours être dans la tourmente. Regroupées en collectif, elles demandent des solutions durables face au phénomène. C'est 50 milliards qui sont investis chaque année, depuis une décennie, pour lutter contre les inondations. Il y a le fonds calamité, il y a un fonds spécialement consacré aux effets du changement climatique. Donc nous pensons que tous ces dispositifs devraient être mis ensemble et qu'on y aille graduellement. On ne peut pas mettre toutes les populations en même temps. Mais de la même façon qu'à Sali, on permet à des hôtels ailleurs de se recaser ailleurs, on devrait permettre aux populations de Anne de trouver un endroit où être localisé, aux populations de Thiaroye et de Bargny, dans les zones qui ne sont pas encore l'objet de spéculation foncière. Il y a encore des réserves foncières dans la région de Dakar, qu'on y affecte ces populations. Délocaliser les familles victimes en respectant les dispositions relatives au domaine public maritime, la voie du salut pour ces populations. Bargny reste la localité la plus touchée. Les populations affectées dans cette zone, quant à elles, demandent la restauration de leurs terres et interpellent le chef de l'État. Les populations de Bargny demandent des aides et ils réclament leurs parcelles. Parce que leurs parcelles, c'est là où on a mis la centrale à charbon. Nous réclamons nos parcelles aux autorités, au président de la République. Et nous voulons aussi ce qu'elles ont donné aux sinistrés. Nous voulons des plans Jaxaay, comme tous les Sénégalais. Parce que nous, la population de Bargny, c'est nous-mêmes qu'on doit donner les plans Jaxaay. Dans l'optique de trouver des solutions définitives à l'avancée de la Grande Bleue, le collectif entend rédiger un mémorandum avec la collaboration d'experts en environnement. Le document sera remis aux autorités compétentes. Direction le quartier des Parcelles Assainies aux unités 15 et 23. Plus précisément, sur place, la brise marine détériore les bâtiments. Et oui, les murs fissurés et dépeints, bâtiments délabrés, ces maisons représentent un véritable danger pour les populations, dit Saprera Matardia. Des dalles qui s'affaissent, des pans entiers de bâtiments qui se détachent. Nous sommes aux Parcelles Assainies, unité 23 bis. Dans ce quartier de Dakar, la brise marine reste un véritable casse-tête pour les propriétaires de maisons. Ça fait la troisième fois que je vais. Cela fait 3 fois que j'ai démoli la maison. Je veux encore même la démolir. Nous sommes aussi à notre 6e poste téléviseur. Nos voisins également vivent la même situation. Avril passé, en avril dernier, la dalle de mon salon s'est affaissée subitement. Par la suite, l'architecte nous a conseillé de démolir une partie du bâtiment. C'est très difficile, vous savez. Face à ce danger, seule alternative trouvée, procéder à des réflexions périodiques, une façon de parer à toute surprise désagréable. Je 2 fois. Dans 97, dans 2012. Cela fait 2 fois que j'ai démoli la dalle et je m'apprête encore à la démolir. Les dalles ne font pas 10 ans ici et c'est très difficile de les refaire à chaque fois.
vraiment wax dëgg yàlla dëgg daal nekk nañu loo xam daal nekk na suñu problème daal. brise bi nu muy def géej nu muy def comment dirais-je kër yi di leen defal ay di def ay fissures tout ça. La brise marine fissure les bâtiments. Il arrive même que des bâtiments s'affaissent soudainement et c'est très dangereux. da ngay toog ba si ak dal yi di daanu. bari na daal conséquences yi bari na day dangereux. Bâtiments délabrés, murs fissurés et dépeints. L'air marin est passé par là. Cet air tant recherché pour le bien-être qu'il procure entraîne aussi des dommages, surtout au niveau des habitations. CAN 2017, deuxième journée des éliminatoires. La Namibie reçoit le Sénégal ce samedi en direct de Windhoek. Mame Fatou Ndoye. Mame Fatou, bonsoir. Oui, bonsoir Fatima. Alors Mame Fatou, dans quelles dispositions physiques se trouvent les Lions après un très long voyage? De bonnes dispositions physiques. C'est vrai que la Namibie n'est pas à la porte d'à côté. Du coup, ils ont dû faire presque 24 heures de voyage en quittant Paris, passant par Johannesburg, avant d'arriver hier sous les coups de 17 heures donc, à Windhoek, sachant également qu'ils ont été retenus pendant presque une heure au niveau de l'aéroport pour des questions administratives. Il fallait tout simplement délivrer les visas à l'équipe nationale qui venait d'arriver. Donc c'est effectivement un long voyage. Il n'en reste pas moins que les Lions ont très vite repris le chemin du terrain. Ils sont allés faire un décrassage le soir, même de leur arrivée. Et aujourd'hui, ils se sont entraînés à 14h30, un entraînement relativement intense, d'1h20. Et du coup, donc, on les a regardés, on les a vus. Et donc, les dispositions physiques semblent assez bonnes pour les 17 joueurs qui étaient là. Puisqu'il y a encore des joueurs qui doivent arriver d'ici demain, notamment Pape Sané et Diawandou Diagne. On nous parle également du forfait de Salif Sané, le joueur de la Bundesliga, qui ne serait pas donc de cette expédition puisqu'il est blessé. Mame Fatou? Oui. Allô, Mame Fatou? Oui. Oui, alors Mame Fatou, quels pourraient être les enjeux pour les Lions qui des deux équipes par exemple est plus sous pression? Des deux équipes, forcément c'est la Namibie qui est sous pression dans la mesure où les Braves Warriors ont perdu leur premier match contre le Niger. C'était donc à Niamey, 1-0. Du coup, une deuxième défaite les éliminerait presque de la compétition, de ces éliminatoires. Donc les Braves Warriors ont forcément la pression puisqu'ils doivent faire un résultat positif devant le Sénégal. Maintenant, l'objectif pour le Sénégal, bien sûr, quand on se déplace à l'extérieur, c'est soit d'obtenir un point du nul ou d'obtenir la victoire. Évidemment, sur le papier, il n'y a pas photo entre les deux équipes puisque le Sénégal regorge de professionnels, alors que l'équipe namibienne est composée exclusivement de joueurs locaux. Actuellement, il y a 16 joueurs locaux en fait, qui sont en regroupement depuis quelques jours ici donc à Windhoek pour se préparer. Donc la pression est du côté namibien. On nous parle également d'une équipe qui joue très bien au ballon. Donc attention à ne pas se griser très vite pour les Lions, puisqu'il faudra quand même, par rapport au statut qu'ils veulent défendre, obtenir un résultat positif. Mame Fatou Ndoye, merci. Juste rappeler que le match est prévu ce samedi entre la Namibie et le Sénégal. Deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2017 prévue au Gabon. Les Lions, pas encore au complet, se sont entraînés ce mercredi à l'Independence Stadium. Le groupe n'était pas encore au complet avec Sadio Mané mis au repos. L'accent a été mis sur la conservation du ballon et la présence dans les duels. C'est un reportage de Mame Fatou Ndoye Hamza Diallo. Deuxième séance d'entraînement des Lions à Windhoek à l'Independence Stadium. Sans Sadio Mané mis au repos et Mame Biram Diouf blessé. Pour les 18 joueurs présents, le travail est axé essentiellement sur la conservation de ballon. Diafra Sakho revient sur le contenu de la séance. Conservation, et la qualité technique et aussi dans l'engagement. Dans les duels, il faut être présent. Je pense que c'est tout ce qu'il nous faut aujourd'hui pour essayer de gagner cette équipe de Namibie. Nouvellement appelé dans la tanière, le défenseur Kalidou Koulibaly rassure. Le joueur de Naples a mûrement réfléchi avant de prendre sa décision. Il est sûr de son fait et compte apporter sa pierre à l'édifice.
Il y a beaucoup de questions qui sont posées autour de moi, si j'allais venir ou pas. Moi, je savais depuis très longtemps que j'allais venir. J'ai discuté avec ma famille et après le sectionneur m'a appelé, m'a dit que j'étais susceptible d'être convoqué. Après, ça m'a fait plaisir quand j'ai eu l'officialisation et voilà, j'ai dit directement oui et lundi j'étais déjà avec le groupe. À 24 ans, c'est très important de jouer en équipe nationale. Le Sénégal m'a appelé, pour moi c'est un honneur. Pour Diafra Sakho également, cette sélection marque un retour dans la tanière après bien des polémiques et plus d'une année d'absence. De l'eau a coulé sous les ponts et le joueur de West Ham s'en réjouit. Je savais que l'équipe nationale c'était pas fini pour moi et aujourd'hui je suis content d'être appelé par Alioune. Je me suis rendu compte aussi qu'il fallait aujourd'hui revenir en équipe nationale pour défendre mes couleurs et je suis d'autant fier. À 72 heures de la rencontre contre la Namibie, la tanière n'affiche pas encore le plan. Salif Sané, Pape Sané, Shermang doivent rejoindre leurs coéquipiers. Mais le staff de l'équipe nationale a déjà mis ses joueurs dans le bain. Mamfatou, après cette séance d'entraînement, l'entraîneur Aliou Cissé a fait face à la presse. Je vous propose de l'écouter. C'est un garçon qui connaît la tanière. Je veux dire, il a un passé aussi avec l'équipe nationale à prime. Pour les spécialistes du football, ils le connaissent. Je n'ai pas à le présenter. Depuis le début de la saison, il fait vraiment d'excellentes choses avec Bourg-en-Bresse. Donc, vendredi dernier, j'étais allé le voir. Ce n'était pas prévu que je le prenne. Malheureusement, il y a eu des absents. Donc, quand je l'ai appelé, il n'a pas hésité une seule fois. Il est venu. C'est un garçon qui a de la qualité. Et le fait d'être ici avec nous, ce n'est pas un cadeau, mais c'est surtout par rapport à ce qu'il montre depuis le début de la saison. Oui, Mambiram il est là. C'est vrai qu'il a eu un petit souci après le match de Stock contre West Bromwich. Mais j'ai décidé quand même de le mettre dans l'avion pour qu'il reste avec le groupe. Maintenant, ici aussi, on a un staff médical compétent. Les soins qu'il peut faire en Angleterre, je pense qu'il peut le faire ici. Et nous devons nous donner aussi toutes nos chances pour voir est-ce que d'ici samedi, Mambiram sera au top. À présent, le dossier politique du jour qui s'intéresse au Parti démocratique sénégalais qui a décidé d'internationaliser le combat pour la libération de Karim Wade. Pour Lamine Ba, une réponse sera apportée à ce qu'il qualifie de sentence de la justice pas si sûre, selon Barandiaï de l'APR, qui estime, lui, que les libéraux manquent d'arguments juridiques. Pour le journaliste Serine Saliou Samb, l'internalisation du combat mené par le PDS ne peut aboutir sans le soutien du peuple sénégalais. C'est parti pour le dossier du jour. Il est signé Koden Ndiaye et Younous Diatta. Karim Wade, toujours en prison, malgré le combat mené par le PDS et ses alliés, une condamnation qualifiée de politique par ses frères de parti. La CREI n'a pas condamné Karim Wade. La CREI a prononcé une sentence parce qu'il n'y a pas de procès, encore moins de procès équitable. On a vu que la Cour suprême a validé aujourd'hui des violations de la Constitution. La Cour suprême vient de confirmer la violation de la Constitution. Barandiaï de l'Alliance pour la République conçoit les choses autrement. Ils ont été jugés au niveau de la CREI. Ils ont contesté le verdict. Ils sont allés à la Cour suprême. Ils ont été déboutés. Maintenant, ils disent qu'ils vont internationaliser le combat. Internationaliser un combat, ça veut dire quoi au juste? Le PDS semble jouer les seconds rôles dans ce combat, une stratégie du pape Bissoppi, selon cette analyste politique. Le PDS quand même est mal barré. Il a perdu une partie de la bataille judiciaire, il a perdu la bataille judiciaire, il a perdu en partie la bataille de l'opinion et de la mobilisation. D'ailleurs, si vous regardez, le dernier meeting du PDS et du FPDR, du Front Patriotique pour la Défense de la République, s'est soldé par un échec lamentable. Donc tout cela fait que le PDS aujourd'hui a intérêt à ne plus aller au front comme il le faisait auparavant. Donc il a trouvé un épouvantail à la personne de Mamadou Diop Decroix, qui est un opposant quand même virulent au régime de Macky Sall et qui est rompu à la tâche. L'internationalisation du combat a-t-elle des chances d'aboutir? Les réponses restent mitigées. Le PDS a aujourd'hui beaucoup de choses à régler. D'abord en son sein. Ensuite, vis-à-vis des Sénégalais. Je crois que le flop qui a caractérisé leur dernier appel à la mobilisation est assez caractéristique, en tout cas, du désamour qu'il y a aujourd'hui entre le peuple et le Parti démocratique sénégalais. L'affaire est loin d'être terminée. Nous pensons que c'est le début du commencement
Et ça, il faut que l'État en ait conscient et que nous allons user de tous les moyens et de toutes les voies politiques pour que cette affaire-là soit réglée, parce que Karim Wade est un prisonnier politique. Le combat international peut réussir si et seulement si ce combat est adopté par le peuple sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, à mon avis, le PDS a un problème de communication et de mobilisation. Il faut quand même qu'il se réconcilie avec les Sénégalais. Malgré les nombreuses actions enclenchées par les libéraux, Karim Wade reste toujours dans les liens de la détention. Maintenant que les voies de recours sont épuisées, l'internationalisation aura-t-elle les effets escomptés? L'avenir nous en dira plus. Codé Ndiaye, merci. C'est la fin de cette édition. Merci Léa. Merci à toi Fatima. Merci à vous de nous avoir suivis. La permanence est à Chérif Diop. Chérif, bonsoir.